l'échelon régional. L'échelon régional, parce qu'on voit bien qu'il y a une cohérence à avoir au niveau des centres hospitaliers, et notamment des centres hospitaliers d'urgence, parce que j'ai aussi contacté mes collègues d'Allemagne, d'Émilie-Romagne en Italie, et que l'on voit l'agilité qu'il y a. Et pourquoi les régions sont intervenues? Parce que c'est certainement un échelon pertinent pour pouvoir agir, parce qu'il y a à la fois, c'est vrai, la vision stratégique des intérêts de la région, des habitants de la région, et il y a aussi maintenant, parce que les régions ont profondément changé, une démarche de proximité. Et quand on est intervenu, ce n'était pas pour faire de l'ombre à qui que ce soit, ce n'était pas pour piétiner les plates-bandes de qui que ce soit, c'était tout simplement pour pouvoir protéger nos concitoyens et venir également en soutien des acteurs économiques qui avaient sacrément besoin d'être aidés à ce moment précis. Nous, dans la région des Hauts-de-France, mais on n'est pas la seule région, on a voulu mettre en place une opération, un masque pour chacun. Alors nous, les régions, nous avons commandé des masques. Nous avons réussi à les faire arriver en France, là où l'État n'en était pas capable. Et puis, en Île-de-France, nous nous sommes transformés en grande centrale d'achat pour approvisionner tous les acteurs, 8000 commandes de masques, de gel, de blouses. Bref, nous avons été des capitaines de tempête, des managers de crise. Et c'est aussi le cas aujourd'hui pour la relance. L'échelon régional sur cette crise était évidemment pertinent parce que c'était la bonne échelle pour le sanitaire, mais on a travaillé aussi avec nos communes, on a travaillé en commun avec les départements et en fait on a additionné les forces. Cette crise, pour moi, c'est vraiment la faillite du pilotage par l'administration nationale et la preuve qu'au niveau local, parce qu'on est plus réactif, plus agile, on va plus vite. La vérité, c'est que l'État et les territoires ont fait ce qu'ils ont pu faire face à cette crise inédite. Et une fois encore, ce sont d'abord les maires qui ont occupé la première ligne. Et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Très tôt, nous avons pris la mesure de la gravité de cette pandémie. Avec les élus de la Guadeloupe, avec l'État, le département, nous avons eu plusieurs réunions de manière à tout de suite rassurer la population, mais ce qui était le plus important pour nous, c'était la santé de cette population. La région Guadeloupe a dû commander des masques, a dû prendre des mesures pour pouvoir accompagner les institutions, le corps médical, les écoles, les entreprises, des réunions avec le monde économique afin tout de suite d'éviter qu'il y ait une chute de notre économie. Nous avons mobilisé plus de 120 millions d'euros consacrés à cette crise Covid sur les aspects sanitaires, sur les aspects sociaux, sur les aspects économiques et avec, sur ces dernières semaines, une action encore plus volontaire en direction des entreprises et notamment des petites entreprises parce que malgré les dispositifs nationaux qui ont été mis en place, à travers le PGE notamment, nous avons besoin d'accompagner nos entreprises, nous les connaissons, nous savons quelles sont leurs difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas à proprement parler de compétences en matière de santé, même si les questions d'aménagement du territoire, de recherche, d'économie, du numérique nous amènent à la formation aussi à nous intéresser très fortement à ce secteur. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que les régions soient davantage associées au travail des ARS et que, à minima, le travail des ARS et le travail autour du plan régional de santé soient copilotés avec les régions. En dehors de la crise, on connaît les problèmes du désert médical. Mais au moment de la crise, on voit bien la coordination nécessaire entre la médecine de ville et l'hôpital, entre des centres de santé qu'il faut continuer à développer et l'hôpital, entre la répartition des médecins, la répartition des soignants sur les territoires. Ce doit être une responsabilité claire, confiée à la région en lien avec l'ARS, mais d'abord confiée à la région, sans quoi nous ne parviendrons pas à un aménagement du territoire qui donne à chacun la possibilité d'avoir la sécurité de l'accès aux soins. C'est indispensable. À l'échelon central, il y a des grandes marges de progrès. Souvent, le semblant du dialogue plutôt que la réalité du dialogue et de la co-construction. À l'échelon local, après, ça dépend beaucoup des relations que vous avez avec votre préfet. Pour moi, c'était très bon. La vision centralisée est inefficace, tout le monde le sait. L'État doit comprendre une fois pour toutes la nécessité du partage de la décision. La collectivité ne doit pas intervenir en dernier ressort seulement pour la mise en œuvre. Là, encore une fois, les personnes ne sont pas en cause. C'est le système tel qu'il est organisé qui est à revoir.
Nous allons donc débuter notre première table ronde consacrée au pouvoir d'agir dans l'urgence. Pour cela, nous accueillons M. Jean Rottner, président de la région Grand Est. À vos côtés, M. Rottner, Mme Sylvie Briand. Vous êtes directrice du département gestion des risques infectieux à l'Organisation mondiale de la santé. M. Frédéric Valtou, vous êtes président du conseil d'administration de la Fédération hospitalière de France. Et M. Boris Chongsit, vous êtes conseiller territorial de Guyane. Nous devrons très certainement retrouver un peu plus tard M. Roland Thess en duplex, qui est secrétaire d'État aux affaires européennes du Land de Sarre. Première question peut-être à vous, Monsieur Frédéric Valtou. Où en sommes-nous, pour avoir un peu un contexte un peu global aujourd'hui en France de cette crise sanitaire, et comment cela se passe-t-il dans les hôpitaux français? Les hôpitaux français se préparent à vivre avec plus d'intensité une deuxième vague plus difficile que celle qu'ils ont connue au printemps, et c'est vrai que on anticipe des prochaines semaines dans beaucoup d'endroits plus compliqués pour un certain nombre de raisons. La première, c'est qu'effectivement, cette épidémie touche les quatre coins du territoire français, là où elle était relativement concentrée au printemps, que si les lignes des régions les plus concernées au printemps ont pu tenir, c'est aussi parce qu'il y a eu un apport massif de soignants dans les services hospitaliers venus d'autres régions. Et cette fois-ci, il n'y aura pas le même renfort, puisque, je le disais, toutes les régions sont concernées. Que par ailleurs, l'année 2020 pour les hospitaliers, c'est un long tunnel qui a commencé au mois de février, avec le pic du Covid au printemps, avec ensuite toute l'activité qu'il a fallu prendre en charge, toutes les déprogrammations qui ont été faites au printemps. Il a bien fallu soigner les patients à qui on avait dit revenez dans plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ça a été pour les hôpitaux 30 à 40% d'activité en plus cet été que d'habitude. Et puis, bien sûr, depuis septembre, on le voit, le retour du Covid, avec une difficulté aussi, c'est que tout le monde a bien compris que les déprogrammations massives qui ont permis aussi à l'hôpital de tenir au printemps, ça ne pourra pas être renouvelé à l'automne, parce que les pertes de chance liées aux patients qui sont concernés sont avérées, et que, autant que possible, l'hôpital va devoir prendre en charge les patients Covid tout en continuant l'activité et l'accueil de patients non Covid. La cohabitation des deux filières n'est pas simple. Et donc, cette surcharge d'activité va aussi peser sur les semaines qui viennent. Et puis, dernière chose, c'est vrai que il faut dire les choses avec lucidité. Il y a sans doute moins d'effectifs aujourd'hui dans les services hospitaliers qu'il n'y en avait au début de l'année, parce que l'épuisement, parce que la fatigue, parce que même si ça n'est pas un mouvement massif, il y a quand même des gens qui ont quitté l'hôpital, et qu'à l'arrivée, tout cela dessine un cocktail qui peut être explosif pour les hôpitaux. Alors je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais réellement aujourd'hui, tout concourt à penser que la situation sera plus difficile, si jamais, et c'est là la réponse, c'est la variable la plus importante, si jamais on n'arrive pas à contenir le virus et si les mesures qui sont prises ne donnent pas les effets escomptés. Madame Sylvie Briand, au niveau mondial, est-ce que du coup là on a un peu ce panorama pour les hôpitaux en France, au niveau mondial, on en est où? Est-ce qu'on a affaire à des situations très disparates? Comment est-ce qu'on se positionne en fait, nous, la France, par rapport aux autres pays? Oui, ce qu'on a vu depuis le début de la crise, c'est que en fait, cette pandémie, c'est une somme d'épidémies avec des visages un peu différents en fonction des régions du monde. En Asie, c'est surtout, ils ont réussi en fait à maintenir la transmission à des niveaux très faibles et avoir des épidémies extrêmement localisées qui ont tout de suite été stoppées. Alors que dans d'autres régions, on a vu une transmission qui a pris beaucoup d'ampleur, comme par exemple dans les Amériques ou en Inde. Et donc, finalement, le contrôle de la transmission a été difficile. Et ce qu'on a vu récemment aussi, c'est une accélération de la transmission dans l'hémisphère sud, avec en fait la saison grippale qui chez eux tombe dans notre été en fait, et on a vu qu'effectivement c'est plus difficile à contrôler quand normalement il y a aussi la saison où les virus respiratoires circulent beaucoup plus. Donc
juste pour dire que je crois que ce virus va continuer à circuler un petit peu pendant au moins les mois où d'habitude on a une circulation virale importante. Monsieur Rotner, vous parlez évidemment en tant que président de la région Grand Est. Vous êtes également ancien urgentiste, donc avec un regard tout particulier sur cette problématique. Justement, sur la région, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette gestion de crise? Comment ça a fonctionné? Comment vous avez tenu tout ça? Et quels enseignements vous en avez tirés? Le premier enseignement, c'est, et Frédéric l'a dit, c'est un très très grand hommage au personnel soignant. Et c'est lui qui a tenu nos hôpitaux, c'est lui qui a permis de traverser une crise majeure, une crise sévère. Et aujourd'hui, envisager une deuxième vague d'importance, en tout cas au niveau de ma région, c'est quelque chose de très difficile, tant les stigmates, les cicatrices du personnel soignant sont encore présentes. Ils ne sont pas refermés, c'est très frais. Et repartir au charbon dans les mêmes conditions, avec les mêmes difficultés, eh bien, leur paraît quelque chose d'absolument inimaginable. Les premiers retours d'expérience se font à peine. Et c'est vrai qu'un hôpital revenu à la normale devrait repartir dans une situation de Covid. C'est extrêmement compliqué pour les soignants. Après, sur le rôle des régions, sur le rôle des politiques, sur le rôle finalement de celles et ceux qui font les territoires, parce que c'est là que ça s'est joué, je crois que nous avons eu un devoir d'alerte. J'en ai usé, moi, vis-à-vis de mes collègues présidents de région, à un moment donné, en disant « Attention, ce qui se passe chez moi risque d'arriver chez vous ». Je sais le dialogue que j'ai eu avec Valérie, qui était au niveau de l'Île-de-France, une des régions les plus concernées, je crois, a permis d'anticiper au niveau de l'Île-de-France un certain nombre de difficultés que nous nous étions pris, nous, en face, de manière directe. Le dialogue qu'on a essayé de construire sur la reprise économique après, eh bien, procède de la même manière autour de Renaud Muselier et de l'ensemble des collègues. Donc, devoir d'alerte, d'anticipation, d'action et de réaction. On l'a vu très rapidement avec, naturellement, les masques, mais de manière régulière sur finalement, tous les atouts supplémentaires que nous pouvions apporter au-delà de l'organisation de l'État, au-delà des ARS, au-delà de la responsabilité, finalement, de la crise gérée depuis Paris, bien sur le terrain, et on le voit encore aujourd'hui, avec un abord beaucoup plus régionalisé, à partir d'atouts, de faiblesses, mais d'une réalité de terrain. L'Île-de-France, aujourd'hui, ne se traite pas de la même manière que la Nouvelle-Aquitaine, que l'Occitanie ou que le Grand Est. On doit, je crois, venir à ce point aujourd'hui de curseur qui fait qu'effectivement, les décisions doivent être prises à partir des réalités de terrain. C'est ça la leçon de cette crise. Monsieur Boris Schwong-Sit, vous êtes donc conseiller territorial de Guyane. C'est important qu'on ait également ce retour et ce point de vue et ce retour d'expérience dans ce qui s'est passé en Outre-mer, d'autant que la Guyane a décidé de mettre en place un couvre-feu en juin dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle et peut-être des enseignements également de ce couvre-feu sur la Guyane ? Oui, tout à fait. Donc, je représente le président Rodolphe Alexandre qui s'excuse de n'avoir pas pu faire le déplacement. La Guyane, vous savez, est un territoire de la République qui présente beaucoup de spécificités, notamment territoriales, puisque nous sommes un pays amazonien, avec 2 pays souverains à nos frontières, que sont le Brésil et le Suriname. Et le retour d'expérience que nous avons de cette crise est que tout d'abord, la centralisation de la décision sur la crise sanitaire a été totalement en décalage par rapport à la réalité de la Guyane. Puisque lors du confinement national, nous étions dans une situation épidémiologique qui n'était pas très inquiétante. Il y avait très peu de cas au début du confinement. Et c'est lors du déconfinement que, paradoxalement, eh bien, nous avons eu une multiplicité de cas, notamment liés à notre proximité avec le Brésil. Donc cette crise a démontré, si besoin était, que nos territoires ultramarins, et la Guyane en particulier, particularité de la Guyane également, c'est que nous sommes la fusion du département et de la région, c'est la collectivité territoriale de Guyane, donc nous avons toutes les compétences que ont les départements et les régions en France métropolitaine, et bien qu'il était important que la décision politique puisse être décentralisée quand il s'agit de crises notamment sanitaires, pour que nous puissions avoir des réponses adaptées aux besoins de notre population. Et donc, à l'heure du déconfinement national, la Guyane a eu cette spécificité qu'aujourd'hui, maintenant, la région Île-de-France, notamment, a mis en place, à savoir un couvre-feu, puisque alors même qu'au niveau national, vous étiez totalement libre de tout mouvement,
Eh bien, nous, dans un premier temps, et dès le mois de juin, jusqu'à 18h, nous étions confinés, de 18h jusqu'à 5h du matin, pour que ce couvre-feu puisse s'allonger. Au moment où je vous parle, il est à minuit jusqu'à 5h du matin. Donc vous voyez que la déconcentration de la décision politique peut avoir du sens quand les territoires ont des singularités. Et je crois que si celles d'outre-mer sont marquantes, il y a beaucoup de régions de France hexagonale qui ont au cœur de leur action politique cette préoccupation de se dire qu'on peut avoir des échelons de décision qui permettent d'avoir une réponse adaptée aux besoins de la population. C'est le grand enseignement que nous avons tiré de cette crise sanitaire, mais que nous savions déjà, la raison pour laquelle la Guyane est dans un processus d'évolution institutionnelle, puisqu'aujourd'hui nous sommes dépendants de l'article 73 de la Constitution, l'identité législative, mais nous aspirons à ce que nous appelons maintenant un statut sui generis, qui serait, à l'occasion d'une réforme constitutionnelle, l'occasion de donner à l'outre-mer la capacité d'avoir des outils institutionnels adaptés à ces spécificités. Voilà ce que je pouvais dire en résumé sur le retour de cette crise par rapport à la Guyane. Merci. Je crois que nous avons Roland Thès qui est avec nous en duplex. Monsieur Roland Thès, vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes du Langue de Sarre. Bonjour monsieur. Est-ce que Bonjour à vous. On cite souvent l'Allemagne, en tous les cas en France, en exemple dans sa gestion de la crise sanitaire. Est-ce que vous diriez que cette gestion a été optimale, est optimale chez vous aujourd'hui ? Franchement, je ne sais pas si on peut dire que la gestion de la crise en Allemagne a été un exemple pour d'autres. Tout d'abord parce que la crise n'est pas encore finie et dans le monde économique comme en politique, il faut attendre la fin pour faire le bilan. Mais ensuite, surtout parce que globalement, nous avons eu la même stratégie et nous avons pris les mêmes mesures. On a fait plus ou moins la même gestion que d'autres pays en Europe, notamment aussi la France. La stratégie était tester, isoler, tracer, le respect des gestes barrières. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que c'était optimal, mais c'est vrai, nous étions moins touchés jusqu'à présent par la première vague. C'est vrai qu'on était moins touchés, mais que nous étions moins touchés, je pense que c'est surtout lié au fait que nous étions touchés après l'Italie, après l'Espagne et après la France. Donc, nous avons simplement eu 3 semaines environ de plus pour nous préparer, pour préparer notre système sanitaire, pour mettre en œuvre les mesures anti-Covid de lutte contre la propagation du virus, mais aussi pour sensibiliser nos concitoyens. Et je pense que c'est clair que c'est beaucoup plus simple à convaincre quelqu'un à respecter les gestes barrières si chaque soir à la télé, il voit les images des hôpitaux de Bergame, de Mulhouse. Donc, nous avons eu ces 3 semaines de retard de l'arrivée du virus et la chance de ne pas avoir eu des événements comme par exemple celui de l'église évangélique à Mulhouse qui a propagé le virus dans toute la région Grand Est. Et enfin, nous avons en Sarre, ce qui nous a aidé énormément aussi, eu un échange très étroit avec nos collègues français sur le niveau des hôpitaux, des médecins, mais aussi un échange sur le niveau politique parce que Jean Rotner et son équipe étaient dans un dialogue permanent avec la politique allemande, avec notamment les premiers ministres des Länder de la Sarre, du Rhénanie-Palatinat et du Baden-Württemberg, mais aussi dans un dialogue très étroit entre nos 2 équipes. Et je veux vraiment dire merci à Jean Rotner pour cette coopération amicale, intense et fructueuse pour les 2 côtés dans cette période très très difficile. Jean Rotner, peut-être avez-vous une réponse pour Monsieur Thès, et puis parler effectivement plus précisément de cette coopération et de ces relations frontalières. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce qu'il y a une vraie coopération? Comment, de votre point de vue, ça s'est mis en place? Merci, cher Roland, pour tes mots et tes paroles. Oui, la coopération transfrontalière a connu une avancée singulière au décours de cette crise, comme beaucoup de choses d'ailleurs en France. On a resserré les coudes, on s'est mis à se parler et à pas simplement être dans l'intention, mais dans l'opérationnel. Et cela, cher Roland, dès le 12 mars, donc très très tôt, le dialogue entre nos 2 pays, entre les régions limitrophes,
s'est opéré avec la mise en place d'une cellule de travail hebdomadaire qui a permis d'anticiper, de travailler sur la fermeture assez brutale des frontières qui s'est opérée, c'est vrai, entre l'Allemagne et la France, mais de préparer aussi ce qui va se passer quelques semaines après, l'accueil de près de 20% de patients de réanimation français en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche. C'était un geste absolument fantastique. Grosso modo, sur les patients transférés, il y en a 330 depuis Mulhouse et Colmar. 50% sont allés dans une solidarité intra-régionale entre centres hospitaliers, 30% dans une solidarité interrégionale au niveau français et 20% dans une solidarité internationale. 30% de décès quand même sur ces patients-là, il faut le rappeler. Et donc ça a été très fort et ça continue aujourd'hui puisque je pense qu'avec le président de la Réunion, j'ai probablement une particularité assez unique en France hexagonale, c'est d'avoir une responsabilité diplomatique transfrontalière, de proximité avec la préfète de région. Et ce dialogue avec les régions transfrontalières, avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Suisse, la Belgique, se poursuit aujourd'hui d'un point de vue très opérationnel sur les modalités de réaction. Et moi, j'aimerais remercier Roland, qui représente aujourd'hui la SAR, mais on peut y associer la Rhénanie-Palatinat et Bade-Wurtemberg, parce qu'ils ont pris à trois, ensemble, la décision, effectivement, de ne pas être dans une fermeture des frontières. Et pour nous, une fermeture des frontières, c'est toujours un retour en arrière par rapport à une Europe qui se construit, mais plutôt dans une décision très réaliste, fondée aujourd'hui sur de l'épidémiologie, sur la capacité qu'ont les Français quand même à traverser la frontière. Et il n'y a pas d'inquiétude, comme il y a pu avoir une inquiétude il y a quelques semaines par rapport à cette vague 2, mais au contraire, un travail en commun qui se poursuit, qui s'élabore ensemble. La construction européenne, elle est là. Je vous parlais tout à l'heure de ce devoir d'alerte, de ce devoir d'action. Aujourd'hui, on a un devoir de construction, y compris dans la crise. C'est un accélérateur, finalement. On fait du shortcut, ça va beaucoup plus vite, et les décisions, elles sont fondées sur des réalités, pas sur des sentiments. Boris Chancit, sur la question transfrontalière, parce que la Guyane, évidemment, a plusieurs voisins, est-ce que ça a été différent pour vous? Là, on a parlé d'une relation fructueuse entre la France et l'Allemagne. De votre point de vue, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Écoutez, dès le début de la crise, les frontières ont été fermées, comme au niveau national, donc la frontière avec le Brésil d'un côté et la frontière avec le Suriname de l'autre. Mais vous savez, les frontières en Guyane sont souvent des kilomètres de fleuve, et donc quasiment impossible à surveiller d'un point de vue de la répression de l'État. Et les échanges ont continué à se faire de manière informelle, puisque l'attractivité des systèmes sanitaires français fait que beaucoup de nos voisins brésiliens du nord-est du pays, donc des régions très pauvres de l'Amapá, ont évidemment, naturellement souhaité se faire soigner en France. Donc il y avait une fermeture juridique des frontières, mais la porosité qui existe dans les échanges de population entre la Guyane et ses pays voisins et l'attractivité de cette zone européenne en plein cœur du continent sud-américain a continué d'avancer malgré les fermetures juridiques et administratives. On a eu beaucoup de cas importés, notamment à la fin du déconfinement, qui venaient notamment du Brésil, puisque je vous le disais, au début du confinement national, nous avions très peu de cas. Et l'épidémie a commencé à prospérer lors du déconfinement, donc quand les personnes sont de nouveau sorties dans la rue et que justement cet apport étranger, sans que ce soit une connotation négative, mais une réalité géographique et diplomatique, a fait que le virus est venu plus en avant en Guyane. Vous n'ignorez pas les positions du président brésilien sur cette crise, qui ont été un peu assez laxiste au début de sa gestion au niveau de l'État brésilien. Et donc nous avons une répercussion très immédiate de cette circulation du virus de manière transfrontalière. À l'issue de cela, le président Alexandre a pris soin de faire deux choses importantes. C'est qu'il a, alors même que le déconfinement avait été prononcé au niveau national, il a pris l'initiative lors d'une délibération au sein de la collectivité territoriale de Guyane de fermer les collèges et les lycées. Donc ils n'ont pas ouvert juste après le déconfinement national, ils sont restés fermés pour justement se caler aux données épidémiologiques qui existaient à ce moment-là donné. Nous avons beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui sont dans nos systèmes scolaires, à tous les niveaux, de l'école jusqu'au lycée.
Et ça a été également une réponse à la question que vous me posiez du sujet transfrontalier dans la circulation du virus qui, comme on le sait, ne connaît pas les frontières. Donc en fait, la Guyane a été, je pense, un territoire d'expérimentation, puisqu'aujourd'hui, je crois que 9 régions de France sont couvertes par un couvre-feu, ce que nous avons vécu très rapidement pour essayer que les échanges sociaux en dehors du travail, puisqu'il fallait bien que l'économie reparte après le confinement, et bien qu'on puisse, à l'occasion, puisque la Guyane a une dynamique où après le travail, évidemment, les gens, comme partout ailleurs, ont tendance à se regrouper, les cellules familiales, les distances sont courtes, et bien d'éviter qu'il y ait des échanges sociaux qui soient des vecteurs de contamination. Et un couvre-feu très strict, je vous dis 18 heures, c'était vraiment l'histoire de travailler et puis de rentrer chez soi. Et aujourd'hui, nous sommes à 23 heures. Donc nous avons eu une acuité sur l'importance que pouvait avoir le couvre-feu. Je sais que c'est quelque chose qui fait débat au niveau des libertés publiques, au niveau de la cohésion sociale, au niveau même du moral des Français. Mais c'est quelque chose qui a porté ses fruits en Guyane dans le sens où l'épidémie a reculé à mesure que le couvre-feu était installé. Madame Briand, Monsieur Chang-Sit faisait allusion précédemment au Brésil. Est-ce que, en matière de système de santé, vous avez une vision un peu de ces différents pays et de leurs différents systèmes de santé et donc de leur vision et action vis-à-vis de la crise de Covid? Et est-ce que, selon vous, il y a des systèmes et donc des pays qui seraient plus résilients à la crise Covid? Oui, en fait, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle système de santé. Souvent, dans notre mentalité, c'est surtout les hôpitaux et le soin. Mais en fait, le système de santé, c'est plus large que ça, puisque là, il fallait faire du traçage de contacts. Et donc ça, c'est des activités qui ne sont pas normalement faites par des systèmes de soins. Donc on a vu en fait que certains pays, notamment en Asie, parce qu'ils avaient eu l'expérience du SRAS ou de MERS, par exemple, comme la Corée, avaient mis aussi en place, en plus de leur système de soins, des systèmes de santé publique, entre guillemets, c'est-à-dire des systèmes qui permettent justement de faire face à des épidémies. Parce que dans nos pays, en fait, on a oublié un petit peu ce qu'était une épidémie, puisque les maladies infectieuses ont presque disparu, je dirais. Enfin, en tous les cas, les maladies infectieuses épidémiques, grâce à la vaccination, grâce au progrès de la médecine. Et donc, les pays d'Asie, justement, parce qu'ils ont eu ces expériences assez récentes de SRAS et de MERS, ont développé des systèmes supplémentaires pour faire face aux épidémies. Donc je pense que c'est une leçon aussi à prendre, c'est-à-dire que dans les crises sanitaires comme celle-ci, c'est très important d'avoir un très bon système de soins parce que c'est ce qui va permettre de faire baisser la mortalité, mais il faut aussi avoir des systèmes en plus pour justement avoir des activités au niveau des collectivités locales, pour le traçage des contacts, pour la solidarité aussi au sein des communautés, l'information des populations, le dialogue avec les populations, et donc ça demande en fait des systèmes un peu complémentaires à ceux qu'on a dans les systèmes de soins pour maintenir ce lien avec les populations lors des crises épidémiques. Et donc on voit effectivement que ces pays qui avaient ces systèmes en place, comme la Corée ou le Japon, ils ont 7000 infirmières locales qui vont justement faire le traçage des contacts et les investigations pour les événements amplificateurs. Et donc c'est très utile en cas d'épidémie. On voit aussi que, quand on pense au Brésil, avoir une attitude de laisser faire, c'est pas la bonne attitude non plus. Il faut faire quelque chose, ça c'est clair. Parce que laisser le virus se propager comme ça, sans lui mettre d'obstacles, ça conduit quand même à une crise qui devient rapidement ingérable. Monsieur Roland Theiss, vous êtes toujours en duplex avec nous. Sur l'aspect de gestion en fait de la crise, il a été dit en France en fait que les régions allemandes n'ont pas les mêmes pouvoirs d'action que les régions françaises et que ça a également facilité cette gestion de crise sanitaire. Est-ce que vous rejoignez cette idée ? Oui, c'est vrai que dans une crise sanitaire comme nous l'avons vécu, il y a beaucoup de questions qui se posent, qui relèvent souvent du domaine de compétences des Länder. C'est le cas pour les hôpitaux, c'est les Länder et les municipalités qui financent les hôpitaux en Allemagne. C'est le cas pour les agences de santé qui font partie de l'administration du Land, donc de l'administration régionale.
mais c'est aussi le cas pour les mesures anti-Covid, de restriction de liberté, parce que ça fait partie du droit de police, qui fait partie d'une compétence des Länder, donc la fermeture d'un magasin, l'obligation de porter le masque, la limitation du nombre de participants dans un événement au public et en privé. Tout ça est réglé, administré par les Länder allemands, par un règlement du Land concerné. L'avantage, bien sûr, dans une crise comme nous l'avons vécue, c'est que ces règlements sont faits d'une perspective régionale, donc très proche de la réalité de nos concitoyens, de la réalité du terrain concerné. L'inconvénient, elle est au rendez-vous aussi, c'est le patchwork, la mosaïque des règles en Allemagne. C'est parfois difficile d'expliquer à nos amis français que pour aller au restaurant, pour porter le masque ou pour n'importe quoi, les règles à Saarbrück, Mayence ou Mannheim ne sont pas les mêmes, alors que la situation sanitaire, la situation de la pandémie est la même, mais que les règles sont un peu différentes. Donc, ça aussi est vrai. Et ça, c'est un des avantages peut-être aussi. Nous avons un besoin urgent de coordonner nos actions entre les Länder, mais aussi entre les Länder et le Bund, donc le gouvernement fédéral. Et ça, c'est le rôle important, vous le savez, de la conférence des ministres-présidents avec la chancelière. Mais il est vrai, ça prend du temps, c'est long, parfois c'est laboureux, et parfois il y a aussi des compromis, je dirais, difficiles à comprendre et difficile à expliquer. Mais l'avantage est sans doute que la vision régionale, avec nos intérêts, avec notre situation particulière régionale, joue un rôle et que nous pouvons mettre en œuvre des politiques plus adaptées, bien on l'essaie, adaptées à la réalité sur le terrain concerné. Ça montre aussi, par exemple, l'importance de la coopération sur les questions frontalières avec nos amis de la région Grand Est ou avec les régions de France. Et je veux vous donner un exemple très récent qui montre un peu cet avantage de ce système plutôt fédéral et qui nous concerne tous. C'est les règles de quarantaine qui existent en Allemagne pour ceux qui entrent en Allemagne, qui rentrent des vacances ou bien qui entrent en Allemagne pour y travailler, pour passer du temps en Allemagne. Parce que les règles sur cette quarantaine que Berlin, donc le ministre de l'Intérieur du gouvernement fédéral, nous avait proposé pour toute l'Allemagne, auraient eu pour conséquence que chaque citoyen entrant en Allemagne doit être testé négatif au coronavirus avant d'entrer en Allemagne. Chaque frontalier qui veut travailler en Sarre, qui habite en Moselle, chaque Alsacien qui veut passer un après-midi au Europa Park, mais aussi chaque Allemand qui rentre, d'avoir fait ses courses à Thionville ou à Sarreguemines, aurait été obligé d'avoir un test négatif avant d'entrer en Allemagne. Vu de la perspective de Berlin, donc loin de la frontière, ça pourrait être logique, ça paraît peut-être logique, mais en réalité, pour nos concitoyens qui vivent en Moselle ou au Bas-Rhin ou en Alsace ou n'importe où, et qui vont faire chaque jour, qui passent leur vie sur les deux côtés de la frontière, et c'est vrai pour les Allemands et pour les Français, cette règle aurait tué la mobilité transfrontalière avec de graves conséquences économiques, politiques, sociales, comme pendant la crise de la fermeture de nos frontières. Et c'est à cause du fait que le règlement de quarantaine fait partie des compétences des Länder, nous avons réussi, avec le fort soutien du Rhénanie-Palatinat et de la Nordrhein-Westphalie, qui ont les mêmes problèmes avec le Pays-Bas, nous avons trouvé un règlement coordonné pour toute l'Allemagne qui garantit la mobilité transfrontalière de tous les jours, aussi en période de crise. Cela n'aurait pas été possible sans cette compétence si Berlin avait décidé toute seule. Et ça montre
aussi en période de crise, mais c'est le cas aussi hors crise, qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients de ce système plutôt fédéral allemand. Monsieur Rotner, au regard de ce qu'explique, de ce que présente Roland Hess, est-ce qu'il n'y avait pas, même si la coopération existait, des enseignements à prendre et qui auraient pu s'appliquer dans certaines régions de France, éventuellement dans la vôtre ou ailleurs, pour limiter cette épidémie? Roland Hess a dit quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si vous l'avez noté, conférence hebdomadaire entre les présidents de région et la chancelière. Depuis le début de la crise, est-ce que les présidents de région en France ont eu une conférence avec le Premier ministre ou le chef de l'État autour de la crise? La réponse est non. À aucun moment, l'État s'est dit « reposons-nous clairement sur les collectivités, il n'y a rien à craindre. Au contraire, il y a de l'agilité à gagner. » Et nous n'aurions pas été dans une position de revendication, de lutte contre, mais bien au contraire, nous aurions apporté nos solutions. Je crois que c'est ça la leçon qu'il faut retenir de l'intervention de Roland Hess. Regardez, il y a une vision depuis Berlin qui tend à être généralisée, et finalement, les Länder frontaliers disent « attention, il y a danger, paralysie sociale, paralysie économique, paralysie des rapports de part et d'autre de la frontière, parce que parfois on a des familles éclatées qui doivent se rencontrer parce que divorcées, parce qu'une personne âgée d'un côté ou de l'autre de la frontière, qu'on a envie de retrouver. Eh bien, une solution a été trouvée par le dialogue, par l'exigence, parce qu'on part de la réalité de terrain. C'est ça, je pense, qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une crise ne se gère pas depuis Paris. Qu'il y ait un cadre national, ça me semble normal. Qu'il y ait des déclinaisons aujourd'hui qui soient des déclinaisons territoriales, c'est juste, c'est même pas normal, c'est indispensable. Si on veut lutter aujourd'hui contre cette épidémie, il faut vraiment que l'État s'appuie en confiance sur les collectivités, quelles qu'elles soient. Nous sommes aujourd'hui sur le Congrès des régions, mais je pense que c'est sur le bloc local. Le bloc local peut vraiment apporter des solutions à l'État dans un dialogue mature, adulte, avec le préfet en région ou le préfet dans le département. Aujourd'hui, nous sommes des offreurs de solutions. Nous ne sommes pas des offreurs de problèmes. Nous n'allons pas à la provocation. La situation est suffisamment grave et suffisamment difficile pour que finalement, il y ait une intelligence collective qui se mette en place. Et là, on sent, et on a senti, à la fois les réticences administratives, parfois des réticences politiques, simplement de faire confiance. À partir de cette confiance-là, eh bien, les solutions se sont adaptées. On l'a vu d'ailleurs dans la médecine aussi, cher Frédéric, quand l'hôpital et le monde libéral se sont mis à se reparler, alors que c'était un petit peu compliqué peut-être ces derniers temps. Quand l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée eh bien, se sont mis à se parler, eh bien, le système a été entraîné vers quelque chose d'extrêmement positif. Eh bien, en politique, dans la relation entre l'État et les collectivités, eh bien, il serait temps de faire de même. Madame Briand, vu de l'OMS, est-ce que les solutions mises en place en France, et au regard notamment de ce qui nous a été expliqué sur l'Allemagne, vous semblent pertinentes? Elles vous semblent efficaces? Elles vous semblent suffisantes? Alors, je crois que pour nous, l'OMS, on a un peu la même problématique, c'est-à-dire que l'OMS, en fait, c'est 194 États membres, et donc avec des spécificités dans chaque pays. Et ce qui a été très difficile au début de la crise, justement, c'est de trouver la bonne mesure entre une harmonisation des réponses et en même temps la prise en compte de la spécificité locale. Et moi, je pense qu'effectivement, cette crise, elle est d'abord une crise qui se décline au niveau local avec différents contextes et qu'il faut absolument prendre en compte ces contextes pour pouvoir mettre en place les bonnes interventions. Donc, je pense que ce qui est très bien déjà en Europe, c'est qu'il y a eu une volonté de coordination au sein avec les pays européens pour effectivement pouvoir quand même avancer dans la même direction, mais en même temps décliner les interventions dans chaque pays d'une manière un peu différente. Et ça me semble tout à fait important parce que les systèmes de santé sont différents, les cultures sont différentes, les modes de vie sont souvent différents entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Et donc, rien que la façon de se dire bonjour n'est pas la même. Donc, on n'a pas les mêmes risques d'un nord et au sud en fonction
de comment on se salue, etc. Donc je pense que c'est très important de pouvoir trouver la bonne mesure entre un cadre commun de coordination et de collaboration et la déclinaison locale des interventions. Monsieur Valtou, de votre point de vue, est-ce qu'en France, on a tiré les enseignements de cette première vague et est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation plus globale du système de santé peut-être français à envisager? Alors, il y a deux niveaux de réponse à votre question. Est-ce qu'on a tiré les enseignements dans la perspective de cette deuxième vague? En partie, oui, si on considère qu'aujourd'hui, normalement, on n'aura plus de problème de masques, on n'aura plus de problème de certains médicaments, on n'aura plus de problème d'équipements de protection parce que les stocks ont été reconstitués. Est-ce qu'on a, par exemple, dans les territoires, puisque l'approche par les territoires, j'en reparlerai, elle est importante, fait des retours d'expérience? Est-ce que les agences régionales de santé l'ont fait? Clairement non. Ou alors peut-être si ou là un directeur général de l'ARS, ça lui est passé par la tête, mais globalement il n'y a pas eu de retour d'expérience sur comment mieux coordonner médecine de ville et médecine hospitalière, comment cette fois-ci ne pas donner l'impression que des médecins de ville généralistes se tournaient les pouces dans leur cabinet alors que d'autres étaient sur le front 24 heures sur 24. Est-ce qu'on a... donc ça n'a pas été fait. Et effectivement, bon, c'est une spécificité, j'allais dire, de ce qu'a été l'actualité française. Le système hospitalier, le gouvernement s'est beaucoup concentré sur ce qu'il a appelé le Ségur de la santé, c'est-à-dire effectivement de dire la crise du printemps a révélé une crise profonde de notre système de santé français, pas que l'hôpital, de notre système de santé français, et il faut lui apporter des réponses de moyen long terme. Et donc en juin-juillet, on s'est concentré sur bâtissons cette réponse de moyen long terme, sans voir que, ou en oubliant de voir que l'épidémie pouvait revenir à la rentrée, et que sans doute il y aurait eu intérêt aussi à regarder comment ça s'était passé pour en tirer les leçons. Donc ça n'a pas... clairement, on n'a pas tiré toutes les leçons aujourd'hui de ce qui s'est passé au printemps, avec aussi, pour nuancer mon propos, une difficulté, et que le maillon faible, j'allais dire, aujourd'hui, dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est la matière humaine, c'est les hommes et les femmes qui servent l'hôpital, c'est les soignants, et ça, on ne les invente pas en quelques semaines ou en quelques mois. Et que, effectivement... il faut 1 an pour former une aide-soignante, 3 ans à minimum pour former une infirmière. Je ne parle même pas des médecins. Donc il y a une inertie du système qui fait que là où on est faible, le nombre de professionnels, on l'était au printemps, on l'est toujours à l'automne, et ça, on comprend bien pourquoi. Donc il y a tout un système à rebâtir, ça a été évoqué. L'approche par les territoires, elle est majeure. On a un système de santé ces dernières années, sans être trop long, qui s'est bureaucratisé toujours plus, chaque année un peu plus. On a un système de santé qui additionne des professionnels qui ont des statuts différents. Or, les statuts ne facilitent pas la coopération et rigidifient même les choses. Et effectivement, aujourd'hui, le champ d'intervention des uns et des autres a été cloisonné, ce qui fait qu'on a un système en silo qui est compliqué, dont on a vu la complexité à faire fonctionner au printemps. On a un système de santé qui met, la France met 220 milliards d'euros par an pour son système de santé. Donc on n'est pas dans les mauvais élèves en matière d'effort de la nation pour soutenir le système de santé, mais on a un système de santé qui se fragilise parce qu'on a paupérisé l'hôpital depuis 10-15 ans. Or, l'hôpital, ça reste la colonne vertébrale, ce n'est pas l'essentiel du système de santé, mais ça reste la colonne vertébrale du système. Et on a un système de santé qui, aujourd'hui, doit faire face à une crise de la médecine de ville, à une crise du médecin généraliste, crise des vocations. Et normalement, il est pourtant bâti notre système de santé pour que ce médecin généraliste soit la porte d'entrée. Donc aujourd'hui, il y a différents dysfonctionnements qui ne sont pas que hospitaliers, mais qui sont réels et qui doivent nous amener à repenser complètement le système. Nous, on plaide à la Fédération hospitalière de France, on n'est pas hospitalo-centré, que l'avenir passe par les territoires et la capacité justement du système de français à passer d'un système très centralisé, très jacobin, très bureaucratisé, qui est d'ailleurs une des dernières grandes politiques publiques qui se pense à ce point, peut-être avec l'éducation nationale, mais à ce point uniquement depuis Paris, pour aller vers un système où, comme le disait Jean, on fasse confiance au territoire et aux acteurs du territoire. Voilà. Que l'État soit capable de dire, voilà, moi je suis garant
des grandes données de santé publique des Français. Je suis là pour qu'effectivement, 4 coins du territoire, la mortalité infantile soit pas plus haute que celle-là, que les prises en charge des patients chroniques soient organisées de manière efficace, etc. Mais je ne m'occupe pas de l'organisation. Et vous, les territoires, parce que ici, il y aura plus de généralistes qu'ailleurs. Ici, il y aura des spécialistes encore, alors que dans d'autres régions, il n'y en a pas. Ici, il y aura des cliniques privées qui travaillent bien avec le public, alors que dans certains territoires, il n'y a plus que l'hôpital public qui reste. Voilà. L'organisation des soins, elle est différente. Au territoire de renvoyer l'organisation qui paraît la plus efficace, à l'État de dire, voilà, moi je donne les objectifs en termes de politique publique et je suis après à la rigueur capable d'évaluer pour réorganiser ou réorienter si jamais il y a à le faire. Mais entre-temps, je vous fais confiance, je vous laisse organiser, vous, les territoires, la réponse la plus appropriée selon les différentes pathologies pour répondre aux grands enjeux de santé publique. Cette confiance-là, ce système-là, il n'existe pas encore en France. Et c'est un des grands enjeux des prochaines années d'arriver à passer de ce système que j'évoquais centralisé à un système qui fasse confiance. Voilà, ça sera sans doute, et alors là ça va prendre plusieurs années, mais ce sera sans doute le grand enseignement à tirer de cette crise. Si on ne veut pas la revivre, eh bien, il faut aller vers ce système que je décris. Monsieur Rodner, et puis ce sera la même question juste ensuite pour vous, Monsieur Chong-Sit, c'est au regard de ce que dit Monsieur Valletoux, c'est voilà, concrètement qu'est-ce qu'on apprend de cette crise, et on comprend que la réponse ne va pas être immédiate. Les régions doivent donc être à la manœuvre pour reconstruire de ce point de vue-là. C'est des choses qui vont s'opérer sur plusieurs années. Concrètement, comment vous voyez ça, pragmatiquement parlant ? Alors on n'a pas attendu, on était encore confinés, qu'on réfléchissait déjà à notre propre plan de relance qu'on appelle le Business Act. Et fort de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ses relations avec l'État, moi je l'ai signé et je l'ai animé et organisé avec la préfète de région, de telle manière à ce que nous soyons d'accord sur les tenants et les aboutissants de ce qui devait être fait en termes économiques au niveau de la région. 800 personnes. Roland Teiss, d'ailleurs, était un des animateurs d'un de ces groupes. Ça montre aussi la perméabilité de ce travail et le fait qu'un responsable politique allemand vienne discuter avec nous des enjeux économiques est assez symbolique. Et donc, fin juin, nous étions prêts. Nous avons dû attendre la sortie du plan de relance français, la sortie du plan de relance européen pour bien correspondre entre nos objectifs et les objectifs de ces différents plans. Et je crois que c'est cette volonté de s'en sortir. Eh bien, d'un point de vue sanitaire, je suis en train de faire la même chose. C'est-à-dire que je parcours tous mes départements où j'organise des conférences territoriales de santé à l'écoute des professionnels, à l'écoute des départements, parce qu'il est hors de question de faire ce que font déjà les départements, mais de pouvoir inscrire une feuille de route santé dès l'assemblée plénière de ma région au mois de décembre. Et ça, il faut aller à la rencontre aujourd'hui de toutes celles et ceux qui font les territoires. Mais le président de Nouvelle-Aquitaine l'a dit tout à l'heure dans le petit reportage, il est prêt à aller plus loin, comme moi d'ailleurs, comme d'autres collègues, dans la responsabilité sanitaire des régions et de pouvoir peut-être mener une politique beaucoup plus offensive. À l'image de ce qu'on fait pour les lycées, pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas pour les hôpitaux ? Dans la gestion des murs, la gestion du matériel, dans les ressources en formation aujourd'hui, on augmente autant que faire se peut la formation des infirmières, mais comme l'a dit Frédéric, ça met du temps. Eh bien, la solution locale, c'est une de ces solutions-là. Mais il faut qu'on avance rapidement, très rapidement. Là aussi, on a essayé, dès le début de la crise, de mettre en place ce qu'on appelle météo Covid, c'est-à-dire grâce à l'intelligence artificielle et aux données médicales, essayer de prévoir et de fournir des données naturellement au monde médical, qui sont loin de celles de Pasteur, qui le fait quasiment au quotidien, mais de pouvoir, et je vois le président du MEDEF qui est dans la salle, de pouvoir donner aussi des données médicales aujourd'hui au monde économique. Les données de santé, elles doivent sortir et elles doivent permettre au monde économique d'avoir aussi une vision de ce que va être l'épidémie, de bien comprendre quelles sont les décisions à prendre et à quel moment. Nous avons un outil aujourd'hui qui a été fait grâce à l'IHU de Strasbourg, grâce à nos amis aussi de Nancy et de Reims, et nous avons cet outil est mature. Vous n'imaginez pas les difficultés qui ont été les miennes pendant tout l'été, d'essayer de convaincre naturellement ces et ceux au niveau de la CNAM, au niveau du ministère de la Santé. J'ai fait l'assaut pendant tout l'été du cabinet du Premier ministre
pour pouvoir voir cet outil sortir et petit à petit que les données puissent être partagées. Elles sont anonymisées, il n'y a aucun risque pour les individus, pour les libertés de chacun d'entre nous, mais il faut qu'on change le logiciel dans ce pays et qu'on se dise enfin qu'effectivement la donnée de santé, ce n'est pas simplement une donnée épidémiologique pour des toubibs, pour des grandes organisations publiques, ça devient aujourd'hui simplement un outil de bonne gestion, d'anticipation, de réaction. Et ça aussi, il n'y a que les territoires pour le faire. Je suis désolé, mais c'est nous qui comprenons ce qui se passe. Un épiphénomène, un rassemblement, une stratégie économique particulière. Et donc, il faut que nous puissions être en réponse et que nous fournissions aussi du service à celles et ceux qui font aujourd'hui la richesse et les valeurs d'un territoire. Et ça ne se fait pas depuis Paris, ça se fait depuis le terrain, depuis ce que nous connaissons de mieux, c'est-à-dire notre quotidien. Monsieur Chong-Sit, du point de vue effectivement de l'outre-mer, où là c'est encore plus loin, même géographiquement, depuis Paris, pragmatiquement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en Guyane et peut-être plus globalement, selon vous, en outre-mer? Ce que vient de dire le président Rotner me semble tellement évident, vu depuis la Guyane, vu depuis l'Amérique du Sud. Vous savez, sans l'échelon régional, nous aurions eu des drames humains en Guyane. Une fois que les mesures nationales ont été édictées, il a fallu que la collectivité territoriale de Guyane joue son rôle de relais, puisque notamment l'interdiction de circulation a eu pour effet que beaucoup de nos compatriotes qui vivaient dans des communes dites isolées, c'est-à-dire dont l'acheminement des denrées, des personnes ne se faisait que par le fleuve, eh bien, il y avait des grandes difficultés pour elles dans ces communes isolées où il y a très peu d'industrie, très peu de commerce, très peu d'activités économiques, ne serait-ce que de pouvoir se nourrir. Donc la région, enfin la CTG, la collectivité territoriale de Guyane, a acheminé près de 20 tonnes de marchandises sur les communes isolées, ce que n'aurait pas été capable de faire l'État avec le temps de réaction nécessaire aux conséquences des décisions qui sont normalisées, qui sont étatisées. Donc nous avons eu une acuité très forte sur le caractère indispensable de pouvoir déconcentrer les décisions qui sont liées à ce type de crise un peu insolite qui, évidemment, ont un caractère anxiogène pour la population. La mise en place en Guyane d'un comité scientifique qui était au sein de la collectivité territoriale de Guyane une aide à la décision du président. La volonté pour lui est bien d'apporter une aide directe à nos concitoyens, au-delà des services de l'État, au-delà de ce que proposait l'ARS, qui était plutôt un vecteur de grands chiffres, de grands indicateurs, mais sans réponse concrète aux besoins immédiats des habitants de Guyane, avec l'investissement dans la production de gel hydroalcoolique, dans la production de masques. On sait quelle était la pénurie au niveau national, a été décuplée au niveau de l'outre-mer, en Guyane en particulier. Donc l'investissement dans la fabrication de masques en tissu et de visières. Et puis en fait, cette crise démontrait ce que nous savions déjà par ailleurs, mais que l'échelon régional est un échelon indispensable à l'action publique. Vraiment, puisque c'est calé aux besoins des territoires, et ces territoires sont nombreux, sont variés. La Guyane est un territoire qui est grand comme le Portugal, qui est couvert par près de 90% par de la forêt amazonienne, qui a des communes qui sont totalement enclavées, qui ne sont pas accessibles par la route. Eh bien, si nous devions gérer les conséquences des décisions étatiques, il y aurait eu beaucoup de casses sociales, casses humaines, et au final, un grand désespoir pour la population. Et heureusement que la CTG a pris son rôle pour apporter des denrées, pour apporter des soins, pour être aussi un partenaire de l'État pour dire écoutez, le système de santé en Guyane est une honte pour la République, il faut le dire, nous sommes sous-dimensionnés en termes d'équipement hospitalier. Il a fallu qu'il y ait un hôpital de campagne qui se fasse pour que des médecins de l'Hexagone, et on peut les remercier, avec beaucoup d'abnégation, sont venus apporter des soins en Guyane au moment où l'épidémie était la plus forte. Eh bien, cette crise a été pour nous un microscope, et j'espère que l'État qui nous écoute aujourd'hui, en tout cas c'est l'espoir que je fonde, eh bien comprenne que la régionalisation, la déconcentration, la décentralisation n'est pas un moyen, mais est une fin qu'il faut absolument atteindre.
On est, vous le disiez, dans une phase quelque peu intermédiaire enfin, entre la crise sanitaire et puis cette relance et le fait qu'effectivement, il faut bien que l'économie reparte. Donc, quelles sont les choses finalement qui seraient à envisager dans cette phase intermédiaire? Peut-être avec vous, Madame Sylvie Briand, mais les réponses, j'imagine, vont être diverses puisque c'est sur du moyen-long terme que les choses s'envisagent. Et peut-être y a-t-il des enseignements aussi au niveau de l'Asie, de ce point de vue? Oui, pas seulement de l'Asie. Je pense qu'un élément qui a été noté avant, la confiance, c'est très important pour la gestion des crises. Et la confiance avec les populations surtout, parce qu'on voit que les pays, par exemple même la Nouvelle-Zélande, qui a réussi à maîtriser l'épidémie, bon, c'est une île, donc c'est peut-être plus facile, mais il y a aussi une relation de confiance qui s'est faite avec les populations qui est très importante. Donc le dialogue et la confiance, c'est fondamental pour gérer les crises. Et je pense que ça aussi, c'est une des leçons apprises quelque part. On voit que les pays qui ont réussi à bâtir cette confiance s'en sortent mieux. Parce que, en fait, ce qu'on a vu, ça fait des années que je m'occupe d'épidémie. L'épidémie a une conséquence, évidemment, sanitaire, mais l'épidémie, c'est une maladie de la société, en fait, puisque c'est pas que les individus, c'est l'ensemble de la société qui en souffre. Et donc, la tendance de l'épidémie, c'est justement d'introduire des clivages. Et on voit toutes les épidémies, en fait, introduisent des clivages dans la société. Donc, très important de prendre cette dimension en compte dans la gestion de crise, c'est qu'il va falloir non seulement soigner les gens, mais aussi soigner la société pour éviter qu'elle se fissure à cause de l'épidémie. Monsieur Rotner, sur cet aspect plus sociologique, finalement, de la crise que vous devez forcément percevoir. Je crois qu'il faut prendre nos concitoyens comme des gens intelligents. Donc, il faut avoir des messages simples, clairs, efficaces, pas d'avis de contre-avis. C'est extrêmement nocif. Et nous sommes quand même dans une situation aujourd'hui où, ça n'a pas été dit, mais en Europe, c'est plus 44% de personnes infectées cette dernière semaine. Donc, on a des cinétiques, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France, qui sont identiques. Après, c'est vrai qu'en Allemagne, c'est plus 6600 personnes par jour, là où chez nous, on est grosso modo à 30 000. Mais j'en parlais tout à l'heure avec nos amis corses. Le R0 en Corse, il est à 2 aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'une personne va en contaminer 2. Donc, il faut que nous arrêtions aussi d'être peut-être un peu trop gaulois, pour reprendre une expression, et que nous soyons clairs sur les décisions à prendre, qu'elles puissent être adoptées par la population et qu'elles puissent nous permettre de revenir à des chiffres qui soient des chiffres de lutte contre cette épidémie. Une de nos difficultés, c'est clair, c'est qu'on ne sait pas où se trouve la ligne d'arrivée. Et ça rejaillit sur le moral des troupes, si on peut dire, sur nos concitoyens. On le voit tous les jours. Il y a des questionnements, il y a des formes de désespérance, il y a une inquiétude sociale qui est là, il y a le chômage qui se profile, les difficultés de nos entreprises qui sont quand même bien présentes. Donc tout cela nécessite bien de repartir à l'assaut, de remettre des choses en perspective, de donner du sens à l'action publique. Ça aussi, c'est fort. Et il ne faut pas simplement qu'elle soit de nouveau nationale, mais ne refaisons pas l'erreur de la première vague. Revenons là aussi à cette correspondance entre État et région, entre État et maire, entre État et collectivité, je dirais. Moi, je ne revendique pas la particularité d'être dans un dialogue simple avec l'État. Il faut qu'il soit multiple. C'est État et collectivité locale. C'est ça qui compte. C'est ça qui est indispensable. Et là-dedans, mais ça nous permettra de redonner quelques perspectives aussi au monde économique, au monde social. C'est absolument indispensable. On a une France qui est à fleur de peau. On le voit au-delà des sujets d'actualité dramatique que l'on a connus. La crise aujourd'hui doit revenir à un niveau à la fois d'explication, de pédagogie, de connaissance. C'est absolument indispensable. Sinon, bien, les gens ne vont pas adopter ce qu'on leur préconise. Et puis, vous aviez dit que j'étais médecin, donc petit message médical aussi, faites-vous vacciner contre la grippe. Monsieur Valtou, sur cette histoire de confiance, de ligne d'arrivée qui n'est pas encore très, très visible, est-ce que vous avez des choses à préciser, à ajouter? Je crois qu'à l'occasion de cette crise,
les Français ont clairement montré qu'ils tenaient très fortement à leur système de santé, pour ne pas s'éloigner trop du sujet de la santé. Maintenant, c'est aux responsables politiques à tout niveau, effectivement, d'assurer la pérennité et l'efficience de ce système. Je crois que les régions avaient déjà un peu entrouvert la porte, même si elles n'avaient pas de compétences en matière de santé, à travers ici ou là, et gèrent selon leur bon vouloir. Mais l'accompagnement d'investissements hospitaliers, à travers la lutte contre les déserts médicaux, les questions d'installation de médecins dans les territoires. Bon, il y avait déjà, la porte était entrouverte. Je pense qu'elle s'est largement maintenant ouverte à l'occasion de cette crise. Et en tout cas, les régions ont montré qu'ils étaient maintenant des acteurs incontournables sur ces sujets-là. Reste maintenant à le concrétiser dans les lois, ou en tout cas de manière pérenne, et à reconnaître effectivement à l'échelon régional de vraies compétences en la matière. Il y a déjà, à travers le levier de la formation, un enjeu et une responsabilité qui est majeure pour les régions, parce que, je le redis, une des grandes faiblesses de notre système, c'est pas simplement la situation d'aujourd'hui qui fait que on trouve moins de médecins généralistes, il y a 30% de postes non pourvus à l'hôpital, qu'il y a moins d'hospitaliers aujourd'hui qu'il y en avait au mois de janvier, et que évidemment ce paysage-là, il paraît un peu triste et décimé. Néanmoins, à travers la formation, on peut redonner goût aussi aux carrières médicales et paramédicales. Et un des enjeux des régions réellement, c'est de participer à attirer effectivement les jeunes générations vers ces métiers dont on va avoir de plus en plus besoin demain, dans le champ du sanitaire, mais aussi dans le champ médico-social, puisqu'il est écrit un peu partout qu'on vieillit de plus en plus, qu'on vieillit tous, mais qu'on vit de plus en plus longtemps, et que aussi on a besoin d'accompagnement pendant plus longtemps. Et donc à partir de là, il y a là un champ sur le plan de l'emploi qui est très vaste, simplement aujourd'hui qui sont vus comme des métiers parfois peu attractifs, durs, et l'épidémie l'a illustré, mais néanmoins ce sont des emplois dont on a besoin. Donc au-delà de ces compétences qu'exercent déjà les régions, il y a à aller plus loin. Il y a à obtenir de l'État effectivement une vraie régulation au niveau régional des dépenses de santé. Il est totalement anormal qu'on ait une régulation des dépenses de santé uniquement nationale. C'est une aberration totale. Les données de santé en Alsace ne sont pas les mêmes que dans d'autres régions françaises, et qu'à partir de là, cette diversité-là, il faut aussi le reconnaître dans le pilotage des dépenses de santé. Ça tombe bien, le président de la République a ouvert ce chantier, mais il faut s'y engouffrer largement, et il faut obtenir des résultats de ce point de vue-là. Deuxième sujet, sur la question des investissements, il y a 19 milliards d'euros qui ont été fléchés dans les années qui viennent au titre du plan de relance pour les investissements hospitaliers. Il faut là aussi que les régions soient partie prenante des projets retenus, des stratégies d'investissement. C'est nécessaire parce que ça ne peut pas être uniquement fait depuis Paris, comme ça a été fait jusqu'à présent. La troisième chose, c'est effectivement, mais ça c'est une régulation qui est plus, parlementaire ou nationale. Le président de la République lui-même avait pointé en septembre 2018 qu'il y a 30% des dépenses de santé qui sont des dépenses sans doute inutiles dans notre système de santé. Les vraies marges de manœuvre financières, elles existent. Ce n'est pas la peine de remplir le tonneau des Danaïdes à l'infini. Les vraies marges de manœuvre, elles existent. Elles sont là. Simplement, qui dit régulation, dit effectivement un peu de volonté, même d'audace politique. Et ça, les régions peuvent le faire en donnant plus d'efficience à notre système de santé. Donc, je crois qu'en agissant de cette manière, on montrera aux Français, pour revenir à la question que vous posiez, que la confiance, elle est là, et que les responsables politiques à tout niveau ont tiré des leçons de la crise, et sur ce bien précieux qu'est la santé, qui passait toujours, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, mais c'est un autre débat qu'il faudrait qu'on ait, mais le sujet santé n'était jamais vraiment dans les débats politiques. Citez-moi une élection présidentielle où le sujet de la santé a été parmi les 2-3 sujets qui a été évoqué. Jamais. Peut-être que là, ça va changer à l'occasion des prochains mois, parce que les politiques ont sans doute redécouvert qu'au fond d'eux, les Français y tenaient, et ils y tenaient d'autant plus qu'ils sentaient bien que le système était fragile. Comme l'a dit Jean, on ne peut pas prendre les Français pour des imbéciles. Or, ils voient que c'est de plus en plus compliqué d'avoir accès à un médecin, que tout cela est très fragile, et que la grande promesse d'un système universaliste dans lequel ils vivent, ils ont vécu et ils souhaitent continuer à vivre, cette promesse, elle s'effiloche sacrément. Donc, à nous de prendre les sujets à bras-le-corps, d'obtenir effectivement que les lignes bougent, parce que sinon tout cela va s'effriter, et là, la confiance sera sans doute un peu rétablie. Merci. Nous arrivons au terme de cette première table ronde. Merci à vous, et nous enchaînons avec la suivante. Merci.